2 décembre à partir de 17h. Allez, écoutons single Kesso DTM. Let's couler. DTM waɗi tournée mondial. Donc andi non o album inneteɗo ambak heɓi succès mo sifa mum ɗuuɗa. Awa jama on fo ino habba dimanche 2 décembre à partir de 17h. Sponsoron ko Bar Reality Group, Medrog and DNA Testing, Saidouba ACN, Serima Multiservices, Barry Travel Agency, Adaya Inc. Restaurant, Futa Restaurant, La Nomade Restaurant, Design, Ivoire TV, Transfast. Au concert, au Nasser Diallo présentatamo. Management en DJ Alpha. Awajama en faux. Ino Habba dimanche 2 décembre à partir de 17h. Adressons au Cardinal High. 650 Grand Concourse, Bronx, New York, 10 451. Itawi Hidon Fala. Information, note de 347-743-9459. 347-743-9459. DTM, you know what, the concert live. Nouvelle pour les consommateurs. Signé MB Halal Food, le meilleur marché africain de la ville de New York. Un four exceptionnel et du pain chaud pour tous les clients. Matin, midi et soir, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Achetez et consommez du pain chaud avec MB Halal Food. Vous pouvez aussi nous appeler pour faire vos commandes pour n'importe quel événement. N'attendez plus. Venez, achetez, consommez et appréciez le meilleur pain de Brooklyn avec le nouveau four de MB Halal Food. MB Halal Food est situé à Brooklyn. Adresse 326 Empire Boulevard entre Rogers Avenue et Nordstrom Avenue. Téléphone 718 778 69 81 ou 718 915 45 11. MB Halal Food, le meilleur marché africain dans la ville de New York. Côté Dungal et Mon, Kalamo Andano, Mente Anyala Tando, la Gine Kaluato, électionnat. Alhamdulillah, Anyala Tando, ya, la Gine Kaluato. C'est Mohamed Oukba, le président de la communauté guinéenne de la vallée de Delaware, précisément Philadelphie, qui invite au nom du bureau de la communauté guinéenne, invite un rassemblement de tous les Guinéens le 25 novembre 2012. La date, c'est un dimanche, le dernier dimanche du mois de novembre, à 16 heures très précises. La date est de 1030 North 48th Street, Philadelphia, Pennsylvania, 191. Donc, nous comptons entièrement de la présence de tout un chacun des citoyens guinéens vivant dans la vallée de la Vous avez trouvé la démocratie. Vous l'avez cherché, vous l'avez trouvé. Hein? C'est un peu la démocratie. En attendant d'abord, voilà, d'avoir notre ami tout à l'heure. Hein? Un peu de musique pendant 30 secondes. Aladji. Le président Molokai Wesley, l'homme toujours très fort. Maman Liliane Crégo, Anna, femme d'affaires très forte Tawaga, Jim Dibé, la voix des lions. Innocent Versace, bébé Ramadani, Babou, c'est la famille. Alain Boulou, Big Manager. Japes de Tiwaga. Aladji. Alors, la politique du Koudou en Afrique, hein, voilà. Donc, avant donc de commencer notre émission, donc, avant d'avoir donc invité M. Sadio Barry depuis donc l'Allemagne, donc le communiqué donc du bureau fédéral donc de l'UFDG donc à Indiana. Donc la fédération de l'UFDG d'Indiana a le plaisir donc de porter donc à la connaissance des militants
partisans donc du parti, du collectif de l'ADP et de tous les Guinéens, de l'arrivée donc du docteur Oussouf Fofana, vice-président chargé donc des affaires sociales et juridiques de l'UFDG à Indianapolis, Indiana. Ça sera donc le samedi 17 novembre 2012. Pendant à Indiana, le docteur Oussouf Fofana animera donc une conférence donc débat public le dimanche 18 novembre 2012 à partir donc de 16h. Il fera donc une présentation donc sur la situation sociopolitique de Guinée et se prêtera donc aux différentes questions donc de nos ressortissants. Tous les responsables donc du parti sont donc priés de tout mettre en œuvre pour donc assurer donc la réussite donc de cette rencontre et réserver donc une réception digne de son rang au vice-président du parti. Pour toute question, contactez donc monsieur le secrétaire fédéral d'Indiana, monsieur Tierno Muntaga Diallo, c'est donc au 317 205 7803. Donc l'adresse sera donc ça va Jalos, voilà, African Caribbean Cuisine. C'est donc à 4202 West 56e Street, Indianapolis, Indiana, et le zip code c'est 46 254. Alors, je répète donc l'adresse. C'est donc à Gialos African Caribbean Cuisine, 4202 West 56e Street, Indianapolis, Indiana, 46 254. Alors, voilà. Voilà pour donc la publicité. Nous allons donc aller du côté donc d'Allemagne. Il doit être certainement minuit en allemand, je pense très bien. Alors bonsoir, monsieur Sadio Barry. Comment allez-vous? Bonsoir, Jacques Roger. Vous allez bien? Ça va parfaitement bien, monsieur Barry. Merci. Alors voilà, la semaine dernière, je crois que nous avons eu monsieur Sadio Barry. Je crois qu'il y a quelques jours, quelques semaines, nous avons eu monsieur Sadio Barry. Nous avons fait donc le tour donc de l'actualité sociopolitique. Ensuite, il y a 2 semaines de cela, vous étiez donc invité donc de 2 radios. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées sur cette radio. Après, de vos sorties sur cette radio, vous avez écrit encore des articles. Et dans des articles, vous n'êtes pas passé par le dos de la cuillère pour critiquer un peu la gestion donc de l'UFDG d'abord de façon générale et la gestion donc de l'UFDG au niveau donc des États-Unis. Et vous êtes allé directement, vous avez accusé monsieur Alpha Isiaga Diallo d'être un peu, si vous voulez, celui qui ne contribue pas à l'émergence de l'UFDG. Et à côté, on a été surpris. Vous avez mis à côté donc de la photo de monsieur Alpha Isiaga un gros singe noir. Alors, la caricature. Alors, expliquez-nous d'abord un peu cette caricature. Pourquoi un singe à côté de la photo de monsieur Alpha Isiaga? Bon, vous savez, dans le monde de la presse, il est de coutume parfois d'illustrer une situation en choisissant une image un peu qui colle à la situation qu'on veut décrire. Si vous lisez le titre, c'est écrit « La colère, Alpha Isiaga est en colère » du simple fait qu'on a critiqué toute l'opposition. Maintenant, le fait qu'on ait critiqué l'opposition, et dans ça, l'UFDG, notamment, Alpha Isiaga, il se met dans une telle colère que nous, on ne peut pas comprendre. Donc, c'est comme il essaie de nous tomber dessus comme un animal qui a été blessé. Vous comprenez? Et donc, c'est une façon d'illustrer ce fait. Ça, c'est de coutume. En Guinée, ça se fait. Le lynx représente souvent des gens. On a représenté un ministre lorsque Charles Pascal Tournou, il est venu attaquer, quand il était gouverneur de la ville de Conakry, il est venu attaquer les étudiants en pleine nuit, en plein sommeil à 1h du matin. Mais on l'a représenté dans les journaux le lendemain avec des cornes. Vous voyez, donc c'est la colère, la haine, la vocifération que nous avons enregistrée de Alpha Isiaga, que nous ne trouvons pas du tout explicable. C'est ce qu'on a essayé d'illustrer un peu en montrant un animal qui est blessé,
qui crie. Vous savez, les animaux ne se mettent jamais dans un état pareil, sauf s'ils sont réellement blessés. Mais lui, nous n'avons absolument rien fait d'anormal. Nous n'avons d'ailleurs absolument rien fait de mal. Nous avons décrit une situation qui est une vérité. C'est une critique, mais la critique, elle est destinée simplement à mettre les leaders en garde, à amener les leaders à accepter, à jouer un tout petit peu leur rôle, à accepter, à lutter pour que la démocratie, c'est-à-dire que nous sommes en train d'instaurer chez nous, ne soit pas détournée par quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà montré qu'il n'a aucune volonté de laisser le processus démocratique continuer en Guinée. Donc, quand l'opposition continue à chaque fois à faire le jeu du pouvoir, à essayer de cautionner des choses qui nous ramènent en arrière, beaucoup plus en arrière avant le régime de Lansana Conté. Parce qu'actuellement, nous avons perdu même le niveau démocratique que nous avions obtenu au temps de Lansana Conté. Même ça, on l'a perdu maintenant. Mais ça, c'est par la faute de l'opposition. Moi, je vous dis, c'est pas parce que Alpha Condé est fort. C'est parce que les opposants, par complexe, ils n'arrivent pas à lui faire tête. Il a passé 6 mois en train de violer la Constitution en série, mais jamais l'opposition n'a rien dit. Et à chaque fois, le pouvoir essaie d'imposer sa volonté. L'opposition, qu'est-ce qu'elle fait? Elle démissionne simplement après avoir sorti les gens pour obtenir quelque chose. Les gens ont déjà sacrifié leur âme pour ça. Et l'opposition, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement tout remis au pouvoir. Comme ça, volontairement. Nous, on peut comprendre qu'en Guinée, l'opposition essaie de refuser ce qui n'est pas normal et que le pouvoir le lui impose. Le pouvoir peut imposer par la force. Ok, là, on peut comprendre. Mais que l'opposition lui-même vienne volontairement cautionner et même aider le pouvoir à confisquer les libertés, à confisquer la démocratie en Guinée, là, on ne peut pas ne pas les critiquer. Donc, en fait, c'est ça, et ce n'est pas quelque chose de rare. Nous avons vu ici les journaux français, européens représenter les Serbes comme un port, c'est-à-dire prendre le port, écrire là, c'est-à-dire représenter la Serbie comme un port face à l'OTAN, et on a vu tout ça ici. En fait, ce n'est pas du tout. J'ai mis la photo d'Alpha Isiaga. Alpha Isiaga, il y a son nom. Il y a sa photo. J'ai mis la photo d'un animal blessé. Comment cet animal c'est-à-dire dans quel état nous voyons cet animal? C'est comme ça que nous avons ressenti la réaction d'Alpha Isiaga pour une simple question de critique à un mouvement politique. D'accord, ok. Parfaitement compris un peu cela. Mais ensuite, parlant de M. Alpha Isiaga, vous aviez dit, je vous répète, ce grand responsable de l'UFDG, chauffeur de taxi à New York, se déchaîne. Alors, le fait d'avoir mis, pourquoi avez-vous mis la profession de M. Alpha Isiaga? Mais, Jacques Roger, vous travaillez dans les médias. C'est ça. Si vous voulez parler d'un homme politique, qu'est-ce que vous faites? Même aujourd'hui, dès le début de votre émission, vous avez voulu donner la parole à des gens. Vous avez commencé par les présenter. Quand on parle d'un homme politique, on le présente. J'ai cité beaucoup de membres de l'UFDG. Ils sont tous des responsables à des niveaux différents. Mais Alpha Isiaga, dans le groupe, ce jour-là, qui parlait, c'est Alpha Isiaga qui est le responsable, membre du bureau exécutif de l'UFDG. Donc, c'est le responsable national de l'UFDG. Quand je veux parler de ce dernier, j'explique, je présente ce monsieur que nous reprochons à ce monsieur, les actes qu'il a posés. Alors, nous le présentons. Les gens vont se dire, mais c'est qui ce Alpha Isiaga? Donc, je le présente, Alpha Isiaga. Je présente ça, c'est-à-dire je donne son nom, son prénom. Si je connaissais son âge, j'allais le donner. Je ne connais pas son âge malheureusement, mais la profession,
On est obligé, quand on présente un homme politique, on présente sa profession. Je ne vois pas pourquoi cela lui a fait mal. Si j'avais dit ce jour-là que Alpha Siaga, il est médecin et quelque part aux États-Unis, si j'avais dit qu'il est astronaute, il est ingénieur à la NASA, même si c'est faux, croyez-moi, il n'allait pas protester. Hein. Alors, pourquoi il a des problèmes à ce qu'on présente sa profession? Alors, ce n'était pas une manière certainement donc de dénigrer un peu les Africains qui conduisent un peu de taxi, si je comprends bien. Mais écoutez, moi j'ai des frères qui conduisent des taxis là-bas. J'ai des parents qui conduisent des taxis là-bas. Et puis, vous savez, est-ce que vous avez lu l'article? J'ai expliqué Alpha Isiaga Diallo, conducteur de taxi à New York. J'ai situé, c'est pour que les gens sachent de qui il s'agit. Je parle de qui? Mais pourquoi, si vous lisez l'article, vous ne verrez nulle part un dénigrement. Je n'ai pas présenté le cas ni péjorativement, ni de façon neutre. J'ai simplement cité sa profession. Si lui, il en fait un problème, c'est que la vérité, c'est quoi? C'est lui qui a honte de cette profession. Donc, c'est lui qui trouve du mal en cette profession. Parce qu'il a honte qu'on parle de sa profession, parce que lui, il considère ça comme négatif et péjoratif. C'est lui qui a des problèmes avec ça. Il faut qu'il reconnaisse la vérité. Alors, donc voilà, donc je crois que c'est assez clair. Bon, ça permet, je crois que les frères qui sont en ligne peut-être vous poseront des questions par rapport à cela un peu plus tard. Alors, revenons un peu donc du fond, un peu dans votre débat. Vous avez critiqué un peu l'attitude donc de l'UFDG et puis donc de ses leaders. Alors, nous sommes posé la question, qu'est-ce que vous reprochez réellement donc à l'UFDG, à la direction d'abord de l'UFDG, et puis à la gestion de l'UFDG au niveau donc des États-Unis ou bien au niveau de la diaspora? Bon, d'abord je voudrais dire que je n'ai pas critiqué l'UFDG au niveau des États-Unis. Donc mes critiques sont allées à l'opposition dans l'ensemble. Et je vous dis une chose, toute la presse guinéenne en Guinée, toute la presse guinéenne a critiqué l'opposition pour ce qui s'est passé. Alors, pourquoi ils s'acharnent contre moi? Pourquoi ils veulent, moi, m'interdire de parler? Mais non, c'est que ça, je ne sais même pas comment expliquer ça. J'ai parlé de l'opposition. J'ai pris Sidi Touré. J'ai pris Fodé Oussou. J'ai pris Hadjab Bia. J'ai pris Selou Dalen. C'est-à-dire tous ceux qui ont fait des déclarations publiques contraires à ce que le peuple attend. Des déclarations qui sont contraires à ce qu'eux-mêmes ils avaient promis à la population quand ils ont demandé aux gens de sortir le 20 septembre, manifester pour obtenir une CENI équilibrée, une CENI neutre. Ils ont fait sortir les gens. On a tué jusqu'à 14 personnes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tomber, c'est-à-dire ils laissent le CNT voter une loi avant que la loi ne soit d'abord adoptée. Ils ont été prévenus que c'est le projet de loi du pouvoir. C'est Alpha Condé, c'est le régime, c'est le gouvernement qui a fait le projet de loi. Tout le monde le savait. Comment le gouvernement peut faire un projet de loi, remettre au CNT à l'adoption? L'opposition ne dit rien. Ils ne se sont même pas donné la peine d'étudier ce projet de loi pour pouvoir faire de la contradiction. Ils n'ont rien fait, ils se sont simplement assis, ils ont attendu. Alors nous, on les a prévenus. Ils se sont retirés du CNT. Ils ont dit que le CNT n'est plus un organe neutre. Bon, comme c'est pas un organe qui a été élu, cet organe-là n'avait sa légitimité que parce que tous les acteurs politiques du pays se sont réunis, ils se sont entendus pour investir cet organe. Donc, dès lors que toute l'opposition, la partie opposition s'est retirée en disant que l'organe-là a perdu sa neutralité, dès lors que cet organe n'a pas été élu, il a perdu sa légitimité de légiférer au nom de la Guinée. L'opposition aurait pu dire, dès qu'ils se sont retirés du CNT, ils peuvent dire au CNT, écoutez, nous on ne vous reconnaît plus, les lois que vous votez, nous ne les reconnaîtrons pas. Dans ce cas-là, l'opposition aurait eu raison si elle s'opposait à quoi que ce soit en Guinée. Mais non, elle a laissé tomber le CNT. D'ailleurs, c'est Selou Dalen qui a fait une déclaration. Il a demandé au CNT de voter rapidement la loi. C'est-à-dire, quelle loi?
le projet que Alpha leur a donné, Sello a fait une déclaration publique en demandant au CNT de se précipiter à voter cette loi. Il attendait que le CNT vote le plus vite possible la loi en question. Quelle loi? La loi de Alpha. Alors, la loi a été votée. Cette loi, elle a créé des conditions telles que Alpha Condé obtienne la CENI plus qu'il ne l'avait au temps de l'ONCENI. C'est-à-dire, le pouvoir a été maintenant conforté dans toute sa position, dans toute sa volonté, dans la nouvelle loi sur la CENI. Et la nouvelle loi a même tenu compte le fait que l'opposition s'était retirée avant. Vous savez, dans l'ancienne CENI, la loi disait que c'est la loi du consensus. Ils prennent les décisions de façon consensuelle. Donc, dès que l'opposition se retire, la CENI ne pouvait plus travailler. Donc, c'était une obligation entre le pouvoir et l'opposition de s'entendre, de trouver un terrain d'entente pour que la CENI puisse travailler. Donc, tant que l'opposition n'était pas satisfaite, la CENI ne pouvait rien faire. Et là, on avait des garde-fous, on était protégé avec ça. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Dans la nouvelle loi, le CNT, il est allé jusqu'à dire que l'opposition soit là, qu'il ne soit pas là. Désormais, même si c'est seulement le camp de pouvoir qui est là, et seuls ils peuvent travailler au nom de la CENI. Ça, c'était contre l'opposition. Mais nous, on a attiré leur attention là-dessus. On a dit, mais si vous acceptez cette loi, désormais vous êtes foutus. Vous pouvez dire, nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Ils s'en fichent de ça et c'est légal ce qu'ils vont faire sans vous. L'opposition n'a rien dit. Ils ont attendu. La loi a été adoptée. Quand la loi a été adoptée, et on a précisé dans la loi que ceux qui vont être mis dans la CENI, ils n'ont plus le droit de se reconcerter avec la base. Ceux qui les ont mandatés, ils ne doivent plus les consulter, ils ne doivent plus leur donner non plus des informations. Et dans le serment qu'ils doivent prêter, si jamais ils violent ça, la loi doit les punir. Vous savez, jusqu'à maintenant, les oppositions, les leaders, ils sont en train de féliciter, ils félicitent Bakary Fofana et autres. Ils vont voir bientôt. Le jour où une information va sortir, l'UFDG se permettra de contester quelque chose de la CENI. Sans sortir de preuve, sa contestation n'aura pas de valeur. Mais le jour où l'UFDG sortira une preuve en disant que voilà, nous avons obtenu, voici la preuve, ce contre quoi nous protestons, c'est leur représentant qui est dans la CENI qui leur a donné ça, il se fait automatiquement condamnable. Alpha peut le faire arrêter et le faire condamner lourdement et que ce soit légal, ça ne serait pas illégal. Donc ils ont mis eux-mêmes, ils se sont mis dans une telle situation que ceux qui sont, les représentants qui sont allés dans la CENI ne peuvent plus travailler correctement avec eux et même si on leur donne les informations, ils n'oseront pas sortir les preuves. Et s'ils n'en sortent pas les preuves, ils ne peuvent gagner devant aucun tribunal de ce monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça, c'est des gens, ils se sont comportés comme des enfants. Alors que nous, on n'a pas le droit de le dire. Mais non. De l'autre côté, les Guinéens se posent la question de savoir qui est donc que veut M. Sadio Barry? Est-ce qu'il n'est toujours pas encore membre du RPG? On sait que vous étiez donc un ancien membre du RPG, mais beaucoup de personnes disent que vous demeurez encore membre du RPG parce que vous n'avez pas encore officiellement rendu votre démission. Alors, que répondez-vous à cette critique? D'abord, vous savez, et je vous dis, c'est d'abord faux. Je ne suis pas membre du RPG. Je n'ai pas été non plus ancien membre du RPG ou bien je n'ai pas démissionné. Non. J'étais dans le mouvement de Alpha Condé quand le RPG n'était pas encore créé comme parti politique. C'était un mouvement de contestation du pouvoir. On luttait contre la dictature à l'époque militaire de Lansana Conté. Il n'y en avait pas d'autres mouvements à l'époque comme celui que Alpha Condé avait mis sur pied. Il envoyait des tracts, les Malagni, les Sagati, il luttait contre. Son mouvement luttait contre le régime dictatorial de Lansana Conté. Et nous, on était des étudiants. Donc, on faisait avec. Et c'est moi qui ai installé ce mouvement, il n'était pas encore un parti. Avant que le mouvement-là ne soit reconnu comme un parti, moi j'avais quitté. Et j'ai quitté officiellement. Parce que j'ai quitté en rendant ma démission
j'ai expliqué à Alpha Condé même assis, parce que j'ai remarqué qu'ils sont racistes. Dans le RPG, les Malinqués qui forment le RPG, qui fondent le noyau du RPG, c'est des extrémistes, c'est des racistes. Et nous avons la preuve aujourd'hui en Guinée. Et la femme là a été assassinée alors qu'elle était membre du RPG. Mais la fonction qu'elle occupe, vu qu'elle occupait un poste important, ils l'ont abattue pour simplement avoir le poste là vacant. Moi, j'étais dans ce mouvement. Des gens que moi-même j'ai recrutés, j'ai mis dans le mouvement là. Mais ils sont allés faire des rapports sur moi. Auprès de Alpha, ils ont fait des rapports sur moi en racontant toutes sortes de mensonges. Et c'est Alpha même qui a sorti leurs rapports, qui les a obligés à lire le rapport devant moi. C'est Alpha Condé qui les a obligés. On est tous assis ensemble. Moi, j'étais même surpris. Je ne savais pas. C'est Alpha qui les a obligés. Il leur a dit de dire ce qu'ils ont dit derrière moi, de dire ça devant moi. Alors, les gens, ils ont reconnu devant Alpha qu'ils avaient menti. Parce que moi, j'étais là. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? J'exige que les gens soient sanctionnés. La direction nationale n'a pas voulu les sanctionner. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, ce que les gens ont fait, ils l'ont fait parce qu'ils se soucient du parti. Ils avaient le souci, comme moi je suis Peul, ils croient que je pourrais trahir le parti. Et c'est pourquoi ils ont fait ça. C'était pour m'écarter des postes importants, pour ne pas que je puisse trahir le parti. Mais j'ai dit, mais alors vous acceptez un tel raisonnement? Ils disent oui, bon, moi aussi, le fait que maintenant j'ai tapé trop fort dans ça, ça prouve ma fidélité à leur mouvement. Et moi j'ai dit, ok, si c'est ce que vous voulez instaurer en Guinée, si c'est ce genre de justice, c'est ce genre d'état que vous voulez créer en Guinée, moi je ne suis pas avec vous. J'ai démissionné, j'ai écrit ma démission. D'abord, je n'étais même pas obligé d'écrire une démission, mais j'ai écrit, je suis allé remettre à la direction et j'ai donné aussi à Alpha Condé lui-même. Alpha a tout fait. Il m'a écrit 3 fois. Quand il avait quitté la Guinée, il est venu en France. Il m'a contacté 3 fois. Il m'a écrit 3 fois pour me demander vraiment si lui, il a obligé les autres à parler devant moi, que lui, il avait su. Sekoussouape Kourouma, c'était son représentant direct. Sekoussouape Kourouma lui avait expliqué tout le problème. Il connaissait ce qui s'est passé. Alpha m'a dit que lui, il savait que les gens l'avaient menti. C'était pour les humilier devant moi qu'il les a obligés à sortir les rapports qu'ils ont fait sur moi. Devant moi, il les a obligés, il les a humiliés devant moi. Donc cela devrait me suffire. Moi, j'ai dit, Alpha, tu as fait ça parce que tu n'es pas président. Si tu étais président de la République, ces gens-là, ces malhonnêtes-là allaient être ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Toi, tu n'allais même pas avoir la possibilité d'intervenir. Ils allaient me faire arrêter, me condamner à mort et t'informer que Sadio avait trahi, c'est pourquoi on l'a arrêté. J'ai dit, c'est pourquoi je suis pas du tout d'accord avec votre système. Peut-être que toi, tu es bien, mais le système que tu veux instaurer en Guinée va mettre la Guinée dans le deuil. Et Alpha, ce n'est pas contre toi, mais je me battrai pour que le RPG ne puisse jamais accéder au pouvoir en Guinée. J'ai dit ça à Alpha à l'époque. Alors, justement, par rapport à tout ça, beaucoup de personnes, vos critiques disent que vous êtes beaucoup plus proche du président Alpha Condé que donc le leader de l'opposition, qu'à tout moment, le feu peut, à tout moment, c'est-à-dire la connexion peut être faite, qu'on peut certainement vous utiliser comme un espion au sein donc de l'opposition pour au service donc, du président Alpha Condé. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Bon, d'abord, je voudrais dire, M. Jacques Roger, les gens de l'UFDG qui tiennent ces propos-là, ils le font de mauvaise foi. Parce que il n'y a pas, je le dis, il n'y a pas dans l'opposition quelqu'un qui lutte plus ouvertement, sans masque, sans détour contre ce pouvoir, plus que mon équipe et moi. Il n'y en a pas. Alors, quand ils parlent, tant qu'on ne les critique pas, tant qu'on parle, on critique le pouvoir, ils sont d'accord, nous sommes meilleurs, nous sommes bien. Mais dès que tu les critiques eux, ils sont prêts à inventer toutes sortes de mensonges sur toi. L'exemple, vous avez vu ce que ce Alassane,
Alpha Isiaga, plutôt. Ce monsieur-là, c'est un père de famille. Ce n'est pas un enfant. Vous comprenez? Un père de famille. Il est responsable national du parti. Mais il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu peur. Il ne s'est pas gêné de dire à la radio que Sadio, l'UFDG, moi, pour voter pour l'UFDG, j'ai posé les conditions, j'ai demandé qu'on me donne d'abord une voiture. Et qu'ils m'ont donné la voiture pour que je puisse aller voter pour l'UFDG, mais j'ai refusé de le faire, je suis allé voter pour Alpha Condé. Et puis, il l'a dit, et que eux, ils m'ont donné de l'argent. J'ai aussi mangé ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné même 10 000. Et il précise, avec toutes ces... Lui, il est là-bas aux États-Unis. Il dit que l'UFDG m'a donné une voiture en Allemagne ici. Il n'a pas eu honte de tenir tout ce langage. Et moi, je vous le dis, ce monsieur, pourtant, il ne peut pas dire qu'il ignore que moi, je me suis battu ici pour que les gens de l'UFDG soient recensés. On les avait refusés. Je suis allé me battre ici. J'ai pris des risques. On m'a menacé de mort ici. Jusqu'à m'écrire ça officiellement. J'ai même publié les textes là. Parce que je me suis battu pour le recensement de l'UFDG, des membres de l'UFDG, et je me suis battu pour le vote. Ce jour-là, partout en France, en Espagne, et les gens du RPG ont empêché tous les Guinéens qui ont été recensés, vu que l'UFDG avait la majorité, ils les ont empêchés à voter tous. Ils ont tout fait pour saboter le vote. Mais à Berlin, moi je suis parti à Berlin. Il y a un jeune avec lequel je suis parti, que j'ai pris à Cologne, de nom de Kindi. C'est seulement ce jeune et moi qui nous sommes arrêtés à Berlin comme des garde-fous. À chaque fois qu'un membre du RPG vient pour saboter ou pour boycotter, pour faire arrêter le vote, nous, on se soulève. Nous deux, on a fait face à toute la horde du RPG là-bas. Nous n'avons vu aucun représentant de l'UFDG. Nous n'avons vu aucun responsable de l'UFDG. Ça, c'est des poltrons. Ils n'ont jamais osé faire face aux gens du RPG. Ils n'ont jamais osé faire face à leurs adversaires. Ils sont capables de crier, ils sont capables d'aller mentir, de raconter de n'importe quoi, c'est quand ils ont affaire à des gens comme nous, c'est-à-dire des peuls sympathisants de l'UFDG. C'est seulement contre ces gens-là qu'ils osent raconter de n'importe quoi. Et je vous dis, j'ai tout fait pour obtenir le numéro de téléphone de ce Kindi, le jeune que j'avais pris à Cologne pour aller avec à Berlin. Lui, il peut témoigner, je crois que il peut dire quelque chose là-dessus. Kindi, est-ce que tu nous entends? Allô? Oui. Allô, je suis là, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je m'appelle Kindi, je suis guinéen comme vous. Donc, je suis en Allemagne ici, à Cologne. Et j'ai suivi vraiment ce qui s'est passé et je suis même déçu. Je ne voulais même pas beaucoup parler parce que depuis qu'il y a eu des élections ici en Guinée et ce qui s'est passé en Allemagne, moi j'ai été, c'est le monsieur là, c'est le monsieur Sadio qui est venu me chercher ici à Cologne avec un autre ami. Nous sommes partis pour voter. Et avant ça, il a risqué ici sa vie pour les élections, pour recenser tout le monde. Même les gens qui n'ont pas de papiers ont été recensés ici, parce que c'est des Guinéens. Donc, ce n'est pas parce que c'est des Malinqués ou bien c'est des Peuls. Ils s'est battu ici pour qu'on puisse recenser tout le monde. Que ce soit Peul ou Malinqué ou Soussou ou Guédé, ici à Cologne. Donc, les gens même de Digen ou bien d'ailleurs là sont venus se recenser ici, parce que ici, on avait dit que vraiment tout le monde doit être recensé ici. Donc, je confirme que c'est lui qui est venu nous chercher ici. Alors, il a payé son argent. Nous sommes partis à Berlin pour voter et on a logé à l'hôtel. Il a payé l'hôtel, moi je n'avais pas payé l'argent. Donc je voulais payer, donc il a dit non. Donc c'était l'enthousiasme qui nous a conduits là-bas, c'était pour aller participer à céder au vote. Donc c'est pas pour faire quelque chose, autre chose, mais dans tous les cas, je regrette vraiment ce qui se passe actuellement au niveau de l'opposition. Et ils vont favoriser, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas un politicien, mais
Et on verra ce qui va venir. Merci. C'était ça. Voilà, merci beaucoup. Voilà, alors, merci beaucoup. Jacques Roger. Oui. Oui, je voudrais préciser. Il y a un article, il y a un monsieur qui a écrit un article par rapport sur la question de la voiture avec l'UFDG. Il a fait un texte avec une sorte de dialogue. Bon. Si vous partez sur Dîner Presse, vous verrez cet article-là. Ce n'est pas lui, c'est pas Kindi qui a écrit, c'est une autre personne que j'ai loué ici une voiture. Je suis allé chercher les gens chez eux pour qu'ils sortent, pour qu'on aille voter. Donc c'est l'une des personnes que j'étais allé jusqu'à Zolingen prendre. C'est cette personne qui a écrit ce texte-là en protestation quand il a entendu les responsables de l'UFDG raconter que eux ils m'ont donné une voiture pour aller voter. Je n'ai pas fait. Alors que c'est moi-même qui ai loué la voiture pour chercher les gens et aller voter pour l'UFDG. Je trouve ça, je n'arrive pas à comprendre comment, quand on est déjà responsable, même quand on grandit dans la rue, si les gens, une communauté se réunit pour te prendre, on t'investit responsable. Il faut t'abstenir de faire certains comportements. Il y a de ces façons de mentir publiquement, il faut éviter parce que ça va conduire toujours à l'humiliation, c'est pas bon. Vous voyez? Alors, quand un père de famille, et je vous le dis, ma déception est encore beaucoup plus grande que ce type-là est un peu. Nous, on ne connaît pas ça normalement dans notre éducation. Un père de famille ne peut pas aller en public, tenir des propos mensongers, inventer de n'importe quoi, uniquement pour détruire l'image de quelqu'un. Je suis trop déçu, je vous jure. Alors, de l'autre côté aussi, on vous accuse aussi d'utiliser certainement la même politique pour tirer à boulet rouge sur les leaders politiques et sur des personnalités. On vous accuse d'avoir dit que M. Fodé Oussou Fofana est donc un infiltré d'espion à l'UFDG. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? C'est pas vrai. Ce jour-là, c'est pas moi qui ai parlé d'infiltration par rapport à Fodé Oussou Fofana. Ce jour, c'est Médias d'Afrique même, dans les analyses, qui s'est posé la question, est-ce que Fodé Oussou Fofana n'est pas un homme qui infiltre l'UFDG? Ils se sont posé la question en expliquant aussi les raisons. Moi, j'ai répondu, je ne crois pas que Fodé Oussou Fofana soit un infiltré. Et ça, je ne le crois pas. Je ne pense pas du tout que c'est quelqu'un qui infiltre l'UFDG. Non, il n'infiltre pas, parce que j'ai dit, il travaille en harmonie avec Cellou. Tout ce que Fodé Oussou fait, c'est en harmonie avec Cellou Dalein qu'il le fait. Donc, ce n'est pas qu'il est... Mais, Fodé Oussou, moi, je l'ai qualifié simplement de démagogue et de fanfaron. Parce que il s'est mis, ces derniers temps, tout son problème, c'est aller flatter les autres. Il flatte les leaders de la basse-côte. Il dit que désormais, c'est Kassouri qui est le maître de la basse-côte. Alors qu'il a un allié. Ils ont un allié de longue date, qui est Sidi Touré, qui a obtenu officiellement le score de toute la basse-côte. Tous les autres leaders de la basse-côte, celui qui a eu une grande majorité en basse-côte, c'est Abesila qui a eu 3 et quelques pourcents. C'est Sidia seul qui a eu les 16 et quelques pourcents de la basse-côte. Alors, Kassouri n'a eu que 0, et quelques pourcents. Quand Fodé Oussou vient, il a un allié qui était avec lui et dans le club des bâtisseurs, Sidi Touré. Il laisse son allié là. Il vient dire que la personne qui est maître de la situation en basse-côte, celui qui a la majorité en basse-côte, c'est Kassouri Fofana. Ça, c'est de la démagogie et il n'a pas réfléchi parce que il a blessé son allié. Il s'est mis indirectement à attaquer son allié sans se rendre compte. Pourtant, Kassouri Fofana était avec Alpha Condé à l'époque. Kassouri Fofana est dans l'arc-en-ciel. Il est allé dans l'arc-en-ciel. Comment Fodé Oussou peut venir aujourd'hui faire la promotion de quelqu'un qui est de l'arc-en-ciel en laissant l'allié avec lequel il se bat sur le terrain? Moi, j'appelle ça de la fanfaronnade. Alors, d'accord. Alors, ensuite, j'aimerais avoir votre point de vue par rapport un peu
une petite guéguerre qui est tout à fait normale au sein donc de l'UFDG. On a parlé un peu donc du bicéphalisme qui ne dit pas son nom au sein donc de l'UFDG avec M. Selou Dalen Diallo et M. Bahouri. Alors, on vous accuse d'avoir pris position pour M. Bahouri et ensuite vous avez accusé M. Fodo Oussou Fofana qui, selon vous, était à Paris. Il n'a pas eu certainement ce courage d'aller certainement visiter, rendre visite à M. Bahouri. Alors, je vais vous permettre certainement donc d'éclairer un peu cela aussi. Oui, je n'ai pas accusé Fodo Oussou de ne pas être allé saluer Bahouri ou bien de ne pas appeler Bahouri. Moi, j'ai appris ça le jour de l'émission. C'est dans l'émission que cette révélation a été faite. Et donc, on m'a posé la question, ce que je pense de ça. Et moi, j'ai dit, si c'est vrai que Fodo Oussou, lorsqu'il est venu en France, il n'a pas pris contact avec son collègue Bahouri. Et pourtant, c'est son compagnon de lutte. S'il n'a pas pris contact avec Bahouri quand il est venu en France, si cela est vrai, c'est qu'il n'a pas fait son devoir en tant que responsable de l'UFDG pour œuvrer dans le sens qu'il y ait de l'union et qu'il y ait de la paix. Il n'a pas œuvré pour unir l'UFDG. Parce que si lui, il est très proche de Selou, s'il vient en France, il refuse de contacter Bahouri, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, ça va augmenter la blessure au niveau de Bahouri. Pour Bahouri, ça va être clair, les gens qui sont proches de Selou, ils se sont entendus, il y a un mot d'ordre contre lui. Et c'est ce qui n'est pas bon. On ne peut pas réconcilier les deux parties avec ça. Lui, Fodo Oussou, qui est très proche de Selou et qui est vice-président comme Bahouri, si lui, quand il est venu en France, s'il avait la volonté de réunir l'UFDG, il veut œuvrer pour la paix dans l'UFDG, il allait contacter Bahouri. Ou bien il se déplacerait, aller voir Bahouri, parler à Bahouri pour essayer de rapprocher les deux. Lui, il n'allait pas. Fodo Oussou n'allait pas échouer. S'il avait tenté de rapprocher Bahouri et Selou, je vous jure, il n'allait pas échouer. Alors, c'est ce que j'ai dit. Donc, s'il a refusé de le faire, c'est qu'il n'œuvre pas pour l'unité du parti. Et c'est ce que j'ai dit. Je maintiens aussi ce que je dis. D'accord, alors nous allons revenir un peu sur cela un peu plus tard. Donc le dernier point, c'est par rapport un peu des accusations, les accusations selon lesquelles vous auriez certainement mal utilisé un fonds qui était donc destiné à une fille au Sénégal. On parlait donc d'un fonds donc de $10,000 que vous avez certainement mal utilisé. Alors, quel est... Ok. D'abord, je vous remercie parce que c'est vous qui m'informez maintenant de quoi il s'agit exactement. Donc, c'est un fonds qui était destiné. Mais est-ce que ceux qui vous ont expliqué, ils vous ont dit qui m'a remis ça, comment on m'a remis ça? Parce que moi, je sais que moi, j'ai essayé de faire connaître l'histoire de la fille. Ça a été tout mon apport. Tout le reste, tous ceux qui ont voulu aider la fille, j'ai donné les numéros de téléphone directement au Sénégal, des gens qui sont avec la fille ou la fille directement, pour que les gens ils puissent traiter. Quiconque veut aider la fille, il devrait le faire au nom de la fille et directement là-bas vers la fille. Pas avec moi. Moi, je n'ai reçu aucun fonds pour ça. Pourquoi, si on veut aider quelqu'un au Sénégal, pourquoi amener l'argent en Allemagne? Mais non. Mais demandez les gens là, aux États-Unis, Médias d'Afrique par exemple, je pense, ils ont organisé une sorte de fundraising, ils ont organisé une collecte de fonds. Tous ceux qui ont organisé des collectes de fonds aux États-Unis, c'est des États-Unis directement vers là-bas au Sénégal qu'ils ont envoyé. Moi, ils ne m'ont jamais rien envoyé ici. D'ailleurs, je n'ai jamais accepté d'être le transitaire, c'est-à-dire la personne par laquelle l'argent transite, parce que je ne vois pas du tout. D'abord, ça n'aurait fait qu'augmenter les dépenses. Oui. Pour m'introduire, oui. Vous voyez, donc je n'ai jamais reçu un montant d'une aide quelconque en direction de la fille, sauf ce que mon oncle m'a donné. D'accord. Monsieur Barry. Pour donner à la fille. Mon oncle m'a donné 100 euros. Alors, Monsieur Sadio Barry, une petite minute, nous allons aller rapidement donc du côté donc de Washington. C'est ça que j'ai donné à la fille. Merci. D'accord, voilà. Restez en ligne, nous allons aller rapidement du côté donc de Washington. On nous signale certainement donc l'arrivée donc Monsieur Fodo Oussou Fofana que nous allons certainement avoir en 10 petites minutes et puis revenir dans notre débat pour permettre certainement aux auditeurs aussi donc de vous poser quelques questions. Alors nous allons aller donc rapidement
du côté, j'allais dire un peu du côté donc de Chicago, où je pense que Monsieur le vice-président donc de l'UFDG doit être arrivé. Hein. Alors, nous allons aller rapidement avec donc le fédéral de l'UFDG donc à Chicago. Monsieur Alseni Diallo, comment allez-vous? Je vais très bien, Jacques Roger. Et vous? Est-ce que votre vice-président est arrivé effectivement à Chicago? Il est arrivé à Chicago en bon état. Il est là, on est ensemble. Nous pouvons certainement dire bonsoir à M. Fodéoussou Fofana. Voilà, je vais lui passer. Attendez un instant, s'il vous plaît. Docteur, je crois qu'il y a un peu... Allô? Oh, comment ça va, M. Fodéoussou Fofana? Oui, Jacques Rocher, comment ça va? C'est un plaisir de t'entendre. Très bien, voilà, on peut dire donc bienvenue donc aux États-Unis d'Amérique. Hein? Comment Exact. Hein? Oui, pardon? Comment le voyage s'est passé? Écoute, bon, je suis arrivé presque à 15 heures des États-Unis, après 10 heures de vol entre Paris et Chicago. Mais j'ai fait 6 heures de vol Conakry-Paris. Hein. Ça a été un voyage long, mais ça va, je suis bien arrivé. J'ai trouvé le grand fédéral de Chicago assis avec l'équipe. L'accueil était un accueil chaleureux, fraternel. Ça m'a fait énormément plaisir. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans une ville comme Chicago. C'est une très belle ville, avec des responsables vraiment engagés. Ça fait plaisir, Jacques Rocher. Plaisir quand on parle de Chicago, puisque la première fois que j'ai fait votre connaissance, c'était effectivement à Chicago, hein? Oui, exact. Non, c'est vrai, c'était à Chicago. Hein. J'ai encore la cassette. J'avoue que c'est une très belle ville. C'est aussi un plaisir énorme d'être vraiment aux États-Unis. Ma visite se situe dans le cadre purement privé, il faut le dire. Mais puisque je suis aussi le vice-président, l'un des vice-présidents de l'IFDG, j'ai fait les deux, voilà, j'ai fait privé et puis j'en profite pour discuter, informer, discuter avec les responsables de la situation sociopolitique de la Guinée. Alors, est-ce qu'il y a une raison particulière? Vous avez donc atterri à Chicago, habituellement, c'est donc New York ou bien? Il y a une raison particulière. Pourquoi vous avez commencé votre séjour à Chicago? Non, mais écoutez, je pense que ça, c'était aussi pour vraiment faire plaisir à Sini. Vous savez, la dernière fois, on est arrivé, c'était pas par Chicago. Je me suis dit, cette fois-ci, je vais venir à Chicago, et puis aller à Indiana, à Philadelphie, et puis à Atlanta, où on m'attend d'ailleurs, et puis à New York. Je pense que ça fait plaisir qu'on commence la visite à Chicago. Il y a aucune raison, parce que à partir de Paris, j'avais la possibilité de rentrer dans n'importe quel état, que ce soit à New York, que ce soit à Chicago. Mais j'ai pu quand même discuter de ce programme avec les responsables du l'UFDG. Vous savez, à l'UFDG, on ne fait rien au hasard. Tout est ordonné, tout est coordonné, tout est discuté. C'est vraiment un parti véritablement démocratique. Même pour l'arrivée d'un vice-président, même si c'est une visite privée, nos responsables ont quand même le temps de se retrouver pour discuter, pour voir comment me rencontrer. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, puisque nous allons peut-être vous avoir peut-être lundi pour un bon débat la semaine prochaine. Alors, je peux me permettre de vous poser au moins 2 questions rapidement. Hein. Vous avez dit que l'UFDG est un parti qui est très organisé, hein, voilà. Mais ces derniers temps, on a senti un petit soubresaut dans votre parti. Hein. On a parlé un peu d'un bicéphalisme au sein de l'UFDG, un peu une petite guéguerre entre M. Baouri et puis M. Selou Dalein Diallo. Alors, quelle est certainement, votre analyse de la situation? Écoutez, M. Jacques Roger, vous savez que l'UFDG est devenu la première force politique de la Guinée. Vous savez que l'UFDG aujourd'hui, même nos adversaires reconnaissent, et non seulement c'est le plus grand parti de la Guinée, il a devenu le leader de l'opposition guinéenne. Quand un parti est grand, évidemment, c'est possible qu'il y ait des divergences à l'intérieur du parti. C'est vrai, c'est possible. Des divergences existent. Mais nous avons pour éthique, vraiment, de ne pas mettre sur la place publique les problèmes internes du parti. Et que quels que soient les problèmes qu'il y a, justement, je suis là aussi dans ce cadre à discuter avec les responsables,
échanger suffisamment avec eux, mais ça fait partie aussi de nos principes. Ni dans les médias, ni sur les sites internet, nous n'avons le droit, quel que soit le poste qu'on occupe, de mettre sur la place publique les problèmes internes. Ben, avec votre permission, les problèmes sont déjà un peu sur la place publique, hein? Ouais. Non, mais écoutez, mais vous savez, monsieur Jacques, je vous comprends. Si vous pensez que les problèmes sont sur la place publique, je ne veux vraiment pas être un autre acteur pour mettre les problèmes de l'UFDG sur la place publique. Je pense que les problèmes se règlent à l'interne, surtout quand les divergences existent et que ces divergences dans le fond peuvent exister, mais l'essentiel qu'il n'y ait pas d'animosité dedans. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas un problème qui ne peut pas être réglé. Mais l'endroit le mieux placé, vraiment, c'est à l'interne du parti, c'est avec les responsables du parti, c'est pas sur la place publique. Alors, quels sont donc vos rapports, vos relations actuellement avec M. Bahouri, maintenant? Mais écoutez, c'est pour ça que je dis, même ça, nos rapports sont des très bons rapports. N'oubliez pas que nous venons de très bien. M. Bahouri et moi-même, nous sommes quand même des responsables à des niveaux très élevés. Nous sommes des vice-présidents. Nos rapports, à ce que je cherche, sont des très 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 bons rapports. M. Bahouri n'est pas là. M. Bahouri est aujourd'hui en France. Moi, je suis de cœur avec lui. C'est pas facile d'être en dehors de ton pays. C'est pas facile de se retrouver dans une situation comme la situation de Bahouri. Ce n'est pas souhaitable. On ne peut pas souhaiter ça même à son pire ennemi. M. Bahouri est un homme politique qui aime le combat politique. Je suis convaincu qu'il aurait aimé être aujourd'hui à côté de Fodounsou, de Ela Selou à Conakry pour continuer le combat. Surtout que M. Alpha Condé n'a aucune intention d'organiser les élections, mais il est contraire à l'élection. Ça fait mal. Vous avez passé par la France. Est-ce que vous avez pu rencontrer M. Bahouri? Vous avez pu discuter un peu avec lui? Mais écoutez, M. Jacques Roger, comme je vous ai dit, j'ai dit honnêtement, très sincèrement, pour tout le respect que je vous dois et à vos milieux d'auditeurs, je suis quelqu'un de très discipliné, rigoureux dans ce que je fais. Je ne peux pas faire de reproches à Alceni, à Alassane ou à un autre membre du bureau fédéral de l'UFDG qui se permettrait de mettre sur la place publique les problèmes de l'UFDG. Je ne permettrai vraiment pas de parler des problèmes internes de l'UFDG. Les problèmes internes de l'UFDG se règlent vraiment à l'intérieur du parti. Les questions que vous me posez là, Alceni, tout à l'heure dans la voiture, m'a posé la même question, mais je ne me suis pas gêné de donner mon avis et les réponses. Mais les problèmes, malheureusement, de l'IFDG ne se règlent pas sur la place publique. Je ne serai pas parti. Avec tout le respect que je vous dois, je sais que vous battez pour l'instauration de la démocratie en Afrique. Vous êtes aujourd'hui devenu l'icône pour nous, parce que Jacques Roger, je vous dis, croyez-moi que nous passons tout le temps à vous écouter même à Conakry. J'étais avec Faya Milmono qui est passé la dernière fois sur votre radio. Vous battez pas pour votre pays d'origine, mais vous battez pour toute l'Afrique. Moi, je tiens absolument à vous encourager, à vous féliciter et à vous dire que ce combat, nous aussi, nous le menons. Nous essayons de mener un combat. Ce n'est pas facile avec la gouvernance de M. Alpha Condé, mais il faut continuer, il faut vraiment continuer le combat. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. J'aurai l'occasion vraiment de rencontrer des militants à Atlanta. Et puis, demain soir, je serai à Indiana chez Muntaga, qui est derrière mon tonton. J'aurai l'occasion de voir Colon à Philadelphie. Et puis, je serai à New York pour voir non seulement les membres du bureau exécutif, mais aussi la fédération, échanger, mettre à profit mon séjour privé, comme je le dis, au service de notre parti. Parce que beaucoup de choses ont changé en Guinée. Vous savez qu'il y a actuellement une CENI. Vous savez que M. Alpha Condé est passé sur une des radios en disant que tout le monde était d'accord pour cette société sud-africaine. Vous savez, aujourd'hui, les gens de la CENI sont déjà en retraite à Bel Air. Voilà, vous savez que cette dame, Fatou Boiro, a été assassinée avec un autre monsieur. Il y a un problème d'insécurité aujourd'hui en Guinée. Il y a un problème économique, il y a un problème d'insécurité, mais il y a aussi un problème politique.
C'est pour ça, au lieu que la Guinée attire les investisseurs, la Guinée est en train de fuir les investisseurs. J'aurai l'occasion de parler de tout ça avec les responsables du parti. D'accord, nous avons parfaitement compris. On nous souhaite encore, si vous voulez, un bon séjour donc aux États-Unis. Hein. Peut-être lundi ou mercredi, nous allons certainement vous avoir en direct. On aura la possibilité de vous poser beaucoup plus de questions. Hein. Oui, avec beaucoup de plaisir, Jacques Louis, avec beaucoup de plaisir. Monsieur Fodéoussou Fofana, et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Voilà, alors, vous êtes toujours donc à l'écoute donc de notre émission. J'ai accroché chaud sur NRA Radio. Nous avons donc en direct, nous avions eu donc en direct tout à l'heure le vice-président, dans l'un des vice-présidents donc de l'UFDG. Il s'agit donc de M. Fofana, qui sera donc aux États-Unis en visite privée, hein, mais vous savez, avec l'UFDG, même quand vous êtes en visite privée, c'est comme une visite donc de travail. Alors, donc, n'oubliez pas pour le communiquer pour nos amis qui sont un peu donc à Indiana et aux alentours donc d'Indiana, à la fédération donc d'Indiana, de l'UFDG Indiana, le plaisir donc de porter dans donc des militants et sympathisants du parti, du collectif de l'ADP, donc de tous les Guinéens, l'arrivée donc du docteur Oussou Fofana, vice-président chargé des affaires sociales et juridiques de l'UFDG à Indianapolis. Ça sera donc le samedi 17 novembre 2012. Pendant donc son séjour à Indianapolis, le docteur Fodéoussou Fofana animera donc une conférence, donc débat public le dimanche 18 novembre 2012 à partir donc de 16h. Il fera donc une présentation de la situation sociopolitique donc en Guinée et donc se prêtera donc aux différentes questions des auditeurs. Voilà, tous les responsables donc de parti sont donc priés de tout mettre en œuvre pour assurer la réussite donc de cette rencontre et de réserver une réception donc digne de son rang au vice-président de l'UFDG signé donc monsieur Tierno Moutaga Diallo. Vous pouvez donc l'avoir au 317 205 78 03. Voilà. Et le lieu, ça sera donc à Jalos. Caribbean Cuisine, c'est 4202 West 56e Street, Indianapolis, Indiana, et le zip code c'est 46 254. Voilà. Alors, en transition, nous allons alors revenir donc avec notre frère, Monsieur Sadio Barry, hein. Je savais que Monsieur Sadio Barry brûlait d'envie donc de poser des questions, hein. Mais c'est pas grave, ça sera une autre fois. Alors, Monsieur Sadio Barry, avant de revenir certainement un peu dans notre débat, vous avez écouté donc le vice-président de l'UFDG, 2 ou 3 questions. Bon, apparemment, il n'est pas tellement rentré dans les détails, mais je pense que vous n'avez pas été certainement, je peux l'affirmer, très satisfait au moins des réponses qu'il a données, hein, je pense. Oui, bon. En fait, contrairement à ce que vous avez dit, moi, je n'ai pas du tout envie de poser des questions à ces gens parce que je sais qu'ils ne disent pas la vérité. Donc, c'est pas la peine même de leur poser la question. Vous savez, Fodéoussou, c'est quelqu'un c'est une personne pour laquelle j'ai toujours eu beaucoup de respect. Mais j'ai été terriblement déçu de lui ces derniers temps. Le jour où il y a eu cette émission sur Média d'Afrique la semaine passée, lorsque on nous a révélé, parce que moi c'est ce jour que j'ai compris et j'ai su que Fodéoussou, quand il a été en France, il n'y a pas eu de contact entre lui et Bahouri. C'est dans l'émission que je l'ai appris, hein, parce que je ne communique pas avec Bahouri. Bon, alors, quand moi je l'ai appris, les Médias d'Afrique a assuré ce jour-là que Bahouri était invité là-bas, lui-même il a confirmé, on lui a posé la question s'il y avait eu contact, si Fodéoussou l'avait contacté quand il est arrivé en France, que Bahouri a dit non, qu'il n'y a pas eu de contact entre eux. Bon, alors, si aujourd'hui, si vous écoutez la façon dont Fodéoussou parle, c'est comme si Bahouri c'est son frère jumeau. Mais le problème c'est là. Tant que les hommes politiques, surtout les Guinéens, ils pensent que les autres c'est des imbéciles, c'est des moutons qui ne comprennent rien. Je ne sais pas pourquoi. Ils mentent à qui? Ils sont en train de se mentir à eux-mêmes. Parce que ce problème qui gangrène leur parti, c'est ce problème qui va faire échouer, qui va faire détruire ce parti. Ils sont en train de l'entretenir, ils sont en train de faire croire à tout le monde que tout va bien. Mais c'est pas correct. Oui, mais par rapport à cela, quand il dit que tous les problèmes de l'UFDG, on ne peut pas mettre sur la place publique, et de ce côté, est-ce que vous n'êtes pas un peu d'accord avec ça? Ce sont des sujets assez sensibles. Oui, je suis d'accord qu'on n'essaie pas de mettre des problèmes d'une organisation, d'un parti sur la place publique, mais à condition qu'on les résolve. Mais depuis plus d'1 an, ces gens-là
la direction de l'UFDG est incapable de résoudre leurs problèmes, naturellement, ça va sortir sur la place publique. Vous croyez que ça peut rester comme ça? Ils ne veulent pas que ce soit sur la place publique. Qu'est-ce que le comité de soutien à Cellou Dalein a fait en France? Quand ils ont organisé un meeting en France ou une discussion de podium, ils ont donné la parole à tout, ils ont refusé la parole à Baouri, qui est vice-président. Mais ils ont déjà mis le problème sur la place publique. Avec ce comportement, ils ont mis le problème sur la place publique. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand il y a un problème qui éclate et qu'on n'essaie pas de le résoudre, et c'est ça, la stratégie de Cellou, malheureusement suivie par Fodéoussou, c'est quoi? Il ignore les choses. Et c'est la pire des mauvaises stratégies d'un dirigeant. Il ne résout jamais les problèmes, il les ignore. Et ça, ils ne peuvent pas nous dire ici que les problèmes de l'UFDG ne peuvent pas se résoudre ou bien se parler sur la place publique, alors que l'UFDG prétend être un parti national de la Guinée. L'UFDG prend les problèmes de la Guinée sur son épaule et la Guinée ne doit pas s'intéresser aux problèmes de l'UFDG, mais c'est faux. Mais vous comprenez? Voilà. Avant de parler, puisque vous avez côtoyé très bien les responsables donc du RPG et puis quelques responsables seulement de l'UFDG actuellement. Au niveau donc de la gestion du parti, la démocratie à l'intérieur du parti, alors c'est dans quel parti politique vous pensez que c'est beaucoup plus, on sent beaucoup plus des idées, l'émergence d'idées démocratiques à votre avis, entre l'UFDG et puis certainement le RPG? Bon, là c'est sur ce plan, je dirais que au sein de l'UFDG, c'est maintenant, petit à petit, c'est depuis qu'on a essayé de mettre Baouri et tout le département de Baouri à l'écart, que l'UFDG est devenu maintenant une sorte de RPG. Parce que avant, il y avait le débat contradictoire au sein de l'UFDG. Il y avait la discussion, on discutait, on essayait de prendre des décisions. Mais maintenant, on dicte les décisions. C'est le comité de soutien de Cellou Dalein qui gère tout maintenant. Et donc, ce n'est plus correct. C'est-à-dire, tant dans l'UFDG que dans le RPG, il n'y a pas de démocratie maintenant. C'est de la dictature, ce sont des individus, c'est des personnes. Vous avez vu comment ils ont vociféré sur moi. Ils ont essayé même de répandre toutes sortes de mensonges sur moi parce que simplement j'ai émis une critique. Et cette critique-là, normalement, c'est des choses dont ils peuvent se servir. J'ai essayé d'expliquer les pièges dans lesquels l'opposition est tombée et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là. C'est tout ce que j'ai dit. Non, au lieu de discuter logiquement et humainement avec moi, ils se sont mis tout de suite à vociférer, à m'insulter, à me traiter. Vous imaginez que des responsables de l'UFDG se permettent, des gens qui se disent responsables de l'UFDG se permettent même de dire quand des gens sont petits, ils sont nuls. Ils insultent les personnes qui sont petites. Cellou Dalein est petit. Vous comprenez? Ils ne réfléchissent même pas quand ils parlent. Et ça, c'est des responsables politiques. Alors, la gestion aussi de votre parti, de votre site d'internet, beaucoup de personnes vous critiquent. On vous accuse de faire beaucoup de censure et de ne pas certainement faire passer un peu les opinions de ceux qui vous critiquent. Même vous faites passer plutôt le point de vue bien des opinions de ceux qui abondent dans le même sens que vous. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Je vous invite à aller lire sur notre site. Si vous voyez des commentaires ou bien des articles, lisez. Vous verrez des commentaires dans lesquels nous-mêmes on nous insulte. Moi, personnellement, on m'insulte dans les commentaires. Ça passe. Il y a une seule chose, c'est-à-dire, il y a de ces genres d'expressions, des injures ou autres, que nous, on refuse de publier. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Beaucoup, et je censure beaucoup plus les gens dont je partage l'opinion que ceux dont je ne partage pas l'opinion. En réalité, parce que nous, on a donné, souvent, je travaille du matin jusqu'au soir. C'est le soir seulement que je suis à la maison et que j'ai la possibilité de gérer. Mais l'équipe qui gère, le mot d'ordre est très simple. Les gens qui essaient d'insulter de façon générale ou qui tiennent des propos qui sont purement injurieux ou qui essaient, en faisant un commentaire, de faire introduire des informations, c'est-à-dire qu'on peut appeler frauduleuses, mensongères. Par exemple, vous allez remarquer, vous n'allez jamais trouver chez nous un seul commentaire où on dit que Cellou Dalein a été élu le meilleur investisseur au Sénégal, ou Cellou Dalein a détourné des milliards. Vous ne verrez jamais ça.
sur notre site, dans aucun commentaire. Parce que c'est clair, les gens qui disent ça, ils font passer ce genre d'informations dans le seul but de salir Cellou ou bien de le diffamer. Quand on dit qu'il a été élu le maire, on sait que c'est faux. Et comme on sait que c'est faux, et quand on dit qu'il a détourné les milliards, vu qu'ils ne fournissent aucun élément là-dessus, nous ne le publions pas parce que c'est une sorte de campagne indirecte pour toujours salir l'image de la personne. Ce sont ce genre de choses qu'on ne laisse pas passer, ou bien des injures directes. Mais tout le reste, mais ces gens qui disent ça, dites-leur d'écrire un article et envoyer. Ils n'ont qu'à écrire un article et envoyer, ils n'ont qu'à faire des choses, mais en évitant, par exemple, vous voulez que moi, par exemple, je publie un commentaire dans lequel Alpha Isiaga dit que l'UFDG m'a donné une voiture. Je vais publier ça, pourquoi? C'est faux. Donc vous faites de la censure, mais selon vous, c'est une censure utile quoi, pour le débat, c'est ça? Tous les sites font de la censure. Et nous, notre censure, elle est uniquement faite pour essayer d'éviter qu'on salisse des gens de façon non fondée. Et ça, quelle que soit la personne, hein, quelle que soit la personne. Et ils n'ont qu'à fouiller s'ils vont trouver, par exemple, ce genre de choses sur Cellou Dalein et même sur Alpha Condé. Je n'accepte pas notre site. J'ai toujours donné consigne à notre équipe. Il y a de ces façons de faire des commentaires en laissant passer des informations qui ne sont pas correctes. C'est-à-dire qu'on essaie d'injecter des informations mensongères. Quand on remarque ça, l'équipe je demande à l'équipe de ne pas publier ce genre de choses. Alors, revenez un peu à tout ce que vous avez dit tout à l'heure, M. Sadio Barry, avant certainement donc d'avoir des auditeurs. Ils sont très très nombreux qui veulent certainement vous poser au moins quelques questions. Tout à l'heure, en parlant donc de Madame Boireau, vous avez semblé certainement insinuer quelque chose. Alors, vous êtes un journaliste d'investigation. Dites-nous à votre avis, certainement l'explication plausible de l'assassinat donc de Madame Boireau et puis les commentaires du professeur Alpha Condé. On nous apprend que les personnes qui étaient un peu suspectées d'avoir détourné donc les 13 milliards de francs guinéens ont été donc mis sous mandat de dépôt. Alors, je vais vous permettre certainement donc d'analyser un peu cette information. Mais attendez, vous voulez me dire ils ont été suspectés d'être derrière l'assassinat de Mme Boireau ou bien simplement on ne parle que du problème des 13 milliards? Bon, on dit les suspects donc dans l'affaire donc des 13 milliards déférés donc à la maison centrale. Voilà, les avocats parlent. Donc ils ont été donc déférés donc à la maison centrale déjà. Donc voilà. Mais vous voyez, ça c'est de la diversion. Pourquoi maintenant on ne parle pas de l'assassinat de la femme? Parce que ce sont les premiers suspects en principe. C'est eux, vous comprenez, normalement, on aurait déjà commencé à entendre ces gens-là dans le cadre de l'assassinat. Mais non, si après l'assassinat, jusqu'à l'assassinat de la femme, les gens étaient libres là-bas. L'État n'a pris aucune mesure par rapport à ce détournement. Maintenant qu'il y a eu assassinat, et tout de suite on détourne l'esprit des gens en parlant encore des 13 milliards. Écoutez, ça c'est de la diversion. La femme a été tuée. Je vous dis une chose. Elle a été tuée parce qu'elle occupe un poste. Pour détourner, il faut qu'elle soit d'accord. Et comme elle n'a pas voulu que tous les mensonges soient rabattus sur elle, parce que c'est ce qu'ils ont voulu faire aussi à la femme là, Madame Si Diallo. Vous savez, les gens là, bon, ils font des manœuvres. Si vous acceptez de travailler avec eux, ils vont faire des manœuvres. Et après, on ramène tout à votre niveau. On dit que c'est vous qui êtes responsable de ça. Ils sont très forts en solidarité entre eux. Ils vont se couvrir entre eux. Ils vont ramener tout à celui qui travaille avec eux et qui n'est pas un de leurs. C'est ça, malheureusement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et vu que ce poste-là est occupé par la femme parce qu'elle avait rejoint Alpha Condé à un moment où Alpha avait besoin de ça, et Alpha certainement a besoin de ce genre de personnes pour faire une petite coloration, mais ce poste-là, ils ont compris que ce poste est important. Tant que la femme-là est à ce poste-là, c'est dérangeant pour eux et c'est problématique pour eux. Ils l'ont assassiné pour avoir son poste. Vous allez voir, c'est un malinqué qui va être nommé à ce poste. Ça, je vous le promets, vous allez le voir. Mais quand vous dites ils ont assassiné, le il représente qui Les malinqués, la mafia ou le il représente? Malinqués dans l'ensemble, c'est le groupe extrémiste du RPG et PDG. Les gens du PDG qui se sont convertis dans le RPG, c'est ce groupe extrémiste qui est avec Alpha Condé, qui veulent instaurer une hégémonie ethnique en Guinée, qui ont créé un régime tribal. Parce que
Si vous remarquez en Guinée, non seulement la presse internationale, les syndicats, les partis politiques, même les partis qui se réclament du centre, tous ont reconnu qu'il y a une politique tribale en Guinée. Tous ont reconnu que Alpha Condé a instauré de l'ethnocentrisme à tous les niveaux. Et dans toute la Guinée, d'ailleurs, il a reconnu, dans l'administration, dans l'armée, il a reconnu. Il dit pourquoi il nomme seulement les Malinqués, parce que c'est eux qui sont dans son parti. Et que c'est son parti qui a gagné les élections. Donc, c'est le parti qui gagne les élections qui doit gouverner. C'est ce qu'il a dit sur France 24. Alors, le Alpha Condé que vous l'avez connu, et que vous avez pratiqué, que vous avez fréquenté, est-ce que c'était un tribaliste? Puisqu'à concernant votre cas, il vous a pratiquement un peu défendu en guillemets. Hein? Est-ce que vous avez senti venir un peu, si vous voulez, cette manière de gérer, cette manière, j'allais dire, tribaliste de gérer un peu un pays? Est-ce que vous avez senti cela en lui? Oui, le jour où, jusqu'au moment où Alpha nous a réunis, il a dévoilé tous les visages des gens qui ont fait des rapports secrets, et par exemple contre moi en liaison avec Peul, parce que c'est là où ils se sont pris. Dans tous leurs rapports, ils ont toujours cité Peul, parce qu'il est Peul, parce que c'est, vous voyez. Et le fait que Alpha a dévoilé ça ce jour, moi j'ai vraiment cru qu'il n'est pas, c'est-à-dire un tribaliste. J'avais eu cette conviction à l'époque, mais je vous le dis, en même temps, et ça je lui ai dit, quand je lui ai dit ça, il a ri. Je lui ai dit en même temps, je dis, Alpha, peut-être que toi, tu n'es pas ethnocentrique, peut-être que tu es juste. Mais tous les gens qui sont avec toi, tous les gens qui sont dans ton équipe, tout le bureau national du RPG, c'est des malhonnêtes, c'est des ethnocentriques. Donc, moi, je vais m'opposer à ton système, pas à cause de toi, mais parce que ces gens-là seront un danger pour la Guinée. J'ai dit ça, quand j'ai dit ça, Alpha a ri. Mais aujourd'hui, je me rends compte d'une chose. Alpha Condé, peut-être, le fait qu'il a été longtemps dans l'opposition, il a été traumatisé quand Lansana Conté l'a arrêté. Mais je vous dis, je vous fais une révélation. Moi, il y a des responsables de l'Union européenne qui m'ont dit, écoutez, Alpha a été très traumatisé quand le premier tour des élections est passé. Il n'a même pas eu la moitié de ce qu'un ministre de Conté a obtenu en Guinée. Cela, ça l'a blessé. Il a été plus que traumatisé par ce résultat du premier tour en Guinée. C'est depuis qu'il a été traumatisé à l'époque-là, il a maintenant une haine générale contre les Guinéens et en particulier contre les gens qu'il croit avoir voté pour ce loup. C'est ça le problème de Alpha. Moi, je suis même convaincu que le type-là est malade à l'heure-là. Il a perdu la tête depuis qu'il a eu moins de 20% au premier tour et un ancien ministre de Conté a eu plus que le double de ce que lui il a eu. Cela continue à traumatiser Alpha Condé. C'est ce qui explique toute la haine et tous les dérapages de ce monsieur-là. Alors, donc, si je comprends bien, M. Sadio Barry, il ne faut même pas s'attendre à des élections démocratiques tant que M. Alpha Condé sera à la tête du pays. C'est un peu cela. Moi, je ne crois même pas s'il faut s'attendre à des élections tant qu'Alpha Condé est là-bas. Le type-là, il a déjà, je vous dis qu'il a été traumatisé avec les élections passées. Le type-là ne veut plus qu'il y ait élection en Guinée. On va faire toutes sortes de termes. Vous avez vu, aussitôt qu'on a mis la CENI sur pied, il a tout de suite commencé à dire que ouais, Marc fait bien son travail. C'est pourquoi il fait ce genre de déclaration maintenant. C'est pour amener dès maintenant l'opposition c'est-à-dire à se radicaliser encore. C'est pour amener encore un autre foyer de conflit. Parce que quand il a fait cette déclaration, et cette opposition qui est en train de féliciter Bakary, ils ont confiance à Bakary, ils vont voir. Maintenant que Alpha a clairement dit que ouais, Marc travaille bien, je veux bien voir qui dans cette CENI va demander que Marc quitte. C'est clair, c'est une sorte de consigne qu'il a donnée aux gens. Vous comprenez, il n'a même plus besoin de convoquer Bakary Fofana pour lui dire, écoute, je veux que tu maintiennes Marc. Maintenant que le président qu'il a choisi à la tête de la CENI, parce que c'est Alpha qui a choisi Bakary Fofana, il était le candidat de Alpha. Alors, imaginez maintenant que Alpha a apprécié Marc, naturellement, Bakary ne peut pas faire autrement. Et Bakary n'a même plus besoin de l'imposer. La CENI peut le voter démocratiquement et légalement. L'opposition a dit qu'elle fait confiance à Bakary. L'opposition a dit qu'elle fait confiance à la justice guinéenne. Eh bien, ce que Bakary va faire, ce que la justice va faire demain,
cette opposition ne sera pas crédible si elle se rebelle contre ça. Parce qu'elle-même, elle a dit qu'elle fait confiance aux deux. Donc, elle est obligée maintenant de se soumettre à ce que les deux vont décider en Guinée. Bon, tout dernièrement, M. Selou Dalein Diallo vient de remettre donc des réserves par rapport donc à M. Bakary Fofana. Voilà ce qu'il a dit. Il dit nous avons beaucoup de préjugés défavorables par rapport à M. Bakary Fofana. Il faut donc le dire en fonction donc de ses affinités bien connues entre lui et M. Alpha Condé. Ceci dit, nous allons certainement le juger donc aux actes. Alors, si je vous comprends bien pour vous, un peu l'opposition est très timide. L'opposition doit utiliser une autre méthode. Vous n'avez même demandé même le soulèvement donc de la population guinéenne contre le président Alpha Condé. Est-ce que vous maintenez toujours ça? C'est la solution. Écoutez, vous avez vu les déclarations de Selou. Mais alors, il peut essayer de lire encore les déclarations de Fodéoussou. Fodéoussou a dit tout à l'heure que dans l'UFD, que l'UFDG c'est un parti démocratique, que rien ne se fait au hasard et qu'ils discutent tout se fait en accord ensemble. Ok, mais prenez les déclarations de Selou et prenez les déclarations de Fodéoussou. Vous comprenez, c'est comme s'ils ne sont pas du même parti. Et prenez les déclarations de Hadjabia, qui est la belle-sœur directe de Selou. Et elle ne dit pas la même chose. Sa déclaration ne va même pas dans le même sens que celle de Selou. Donc, c'est qu'il y a une sorte de cacophonie, il y a une sorte de désorientation. Ils sont tous paniqués et chacun dit ce qu'il veut. Alors, voilà. Alors, je vais vous permettre peut-être en une petite minute seulement donc de boire un petit verre d'eau et puis une petite musique et puis nous revenons un peu à vous tout à l'heure. Voilà. J'ai beau leur parler, ces politiciens n'écoutent pas. J'ai beau les avertir, ils n'entendent pas. Et ce qui devait arriver, arriva. Leur soif de pouvoir, un jour les perdra. Il se désaltère dans la rivière de nos larmes. Et devant tout ce gâchis, ils n'ont pas d'état d'âme. Un jour viendra, le peuple se révoltera. Un jour viendra, le peuple se lassera. Quand ils ont fait là, ils vont prendre. Mon bamba, ils ont fait, ils vont prendre. Mon pala, ils ont fait là-haut, ils vont prendre. Mon bamba, ils ont fait, ils vont prendre. J'ai pour leur parler, ces politiciens n'écoutent pas. Championne en expertise, rapidité, fiabilité, confiance et sur
le moyen le plus rapide pour envoyer des bagages, des véhicules et des conteneurs à Conakry, Dakar, Abidjan, Freetown, Lomé et Bamako. MMD Worldwide Shipping. Plus de 10 ans d'expérience. Plus de 10 ans d'excellence. MMD travaille avec Grimaldi et Maersk Line, les plus grandes compagnies de transport maritime du monde. MMD vend des matelas exceptionnels aux États-Unis et à Conakry, des pneus de camion garantis et des school bus à un prix imbattable et sans intermédiaire. MMD envoie des camions partout en Afrique à travers le système RORO. MMD envoie de l'argent partout dans le monde et vous offre un taux de taxe incroyable de 3% seulement dans tous les Home Depot de l'État de New Jersey. MMD Worldwide Shipping est situé à New Jersey. Adresse 25 Lister Avenue, Newark, New Jersey 07105. Pour plus d'informations, contactez Mokhtar Diabaté. Téléphone 973 991 27 99 ou 973 652 71 19 ou 917 578 26 32. MMD Worldwide Shipping, la meilleure compagnie africaine de shipping dans les États-Unis. Nouvelle pour les consommateurs. Signé MB Halal Food, le meilleur marché africain de la ville de New York. Un four exceptionnel et du pain chaud pour tous les clients, matin, midi et soir, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Achetez et consommez du pain chaud avec MB Halal Food. Vous pouvez aussi nous appeler pour faire vos commandes pour n'importe quel événement. N'attendez plus. Venez acheter, consommer et apprécier le meilleur pain de Brooklyn avec le nouveau four de MB Halal Food. MB Halal Food est situé à Brooklyn. Adresse 326 Empire Boulevard entre Rogers Avenue et Nordstrom Avenue. Téléphone 718 778 69 81 ou 718 915 45 11. MB Halal Food, le meilleur marché africain dans la ville de New York. C'est Mohamedou Ba, le président de la communauté guinéenne de la vallée de Delaware, précisément Philadelphie, qui invite au nom du bureau de la communauté guinéenne, qui invite un rassemblement de tous les Guinéens le 25 novembre 2012. La date, c'est un dimanche, le dernier dimanche du mois de novembre, à 16 heures très précises, et de 10h30, North 48th Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19131. Donc, nous comptons fièrement de la présence de tout un chacun des citoyens guinéens vivant dans la vallée de la. Alors, vous l'avez parfaitement compris. Hein? Donc, n'oubliez pas donc de participer donc à cette très grande rencontre à Philadelphie. Hein? Voilà, ce sera donc la fin de ce mois. Pour élire encore bien, pour trouver les voies et moyens pour mettre en place cette, pour organiser donc la communauté donc guinéenne à Philadelphie. Encore une fois, nous tirons donc notre chapeau. Hein? Voilà, aux frères guinéens à Philadelphie. Et je vais revenir rapidement avec Monsieur Sadio Barry. Nos frères qui sont en ligne, qui veulent poser des questions, s'il vous plaît, évitez certainement les commentaires. Posez vos questions. Et puis, Monsieur Barry, essayez aussi, vous pouvez le faire aussi, répondre de façon très laconique afin que nous puissions certainement prendre le maximum donc, de frais ou bien de questions. Hein. Je vais directement aller du côté de Monsieur Ousmane Ba. Monsieur Ba, allez-y pour votre question. Alors, Monsieur Ousmane Ba. Allô, Jacques. Oui, bonsoir, Monsieur Ba. Bonsoir, Jacques Roger. Bonsoir à nos auditeurs. Bonsoir à M. Sadio Barry. Bonsoir. Jacques Roger, si vous le permettez, je voudrais... On n'a pas... Allô? On n'a pas de temps, hein? Voilà. Donc, allez-y, tout droit à la question, ou bien, si vous voulez, un petit commentaire seulement en 15 secondes, et puis votre question, hein, s'il vous plaît. Ok. Quand M. Sadio Barry nous dit que le projet sur la recomposition de la CENI est venu du gouvernement de Alpha Condé, c'est tout à fait normal. Ce projet de loi doit venir du gouvernement. Si c'était au niveau du CNP, on peut parler de proposition de loi. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Il ne parle pas de Mme Hadja
Hadja Sira Diallo, qui a eu à laisser son pouvoir, à prendre d'autres sphères, de faire 3 mêmes propositions de loi d'amener au niveau de Alpha Condé, il ne parle pas de cela. Donc, moi, je vous poser la question encore une fois. Quel est son intérêt, quelles sont ses motivations, toujours sur les attaques, par exemple, sur l'UFDG? Non seulement il n'est pas militant de ce parti, il n'est pas sympathisant de ce parti, pourquoi il se bat pour aller prendre des gens, pour aller les recenser? Quel est son intérêt? Quelles sont ses motivations? Je voudrais comprendre. Merci beaucoup, Jacques Roger. Alors, M. Barry, vos motivations? Bon, d'abord, je corrige, ce n'est pas juste de dire que je ne parle pas de Rabiatou. Au contraire, avant que l'opposition ne cautionne ce que le pouvoir a fait, c'est de Rabiatou que nous on parlait. Et moi, j'ai écrit, et même dans l'émission là, tout à l'heure, j'ai dit, l'opposition, dès lors que Rabiatou a cessé d'être neutre et elle n'est pas élue, l'opposition devrait la recuser. L'opposition devrait refuser désormais toute légitimité à Rabiatou. Moi, c'est ce que j'ai dit et je l'ai dit bien avant. Donc, c'est après que l'opposition ait cautionné ce que cette Rabiatou, en comme Alpha a essayé de nous servir en Guinée, et l'opposition l'a cautionné. C'est là où je critique l'opposition. Mais Rabiatou, pour moi, l'opposition devrait recuser Rabiatou depuis longtemps. Ça, je l'ai dit. Maintenant, ce que le monsieur l'a dit, il dit que je ne suis ni militant, ni sympathisant de l'UFDG. C'est pas vrai. D'abord, je voudrais dire à ce monsieur, un parti politique, c'est ses militants, c'est-à-dire les membres du parti et les sympathisants. Dans tous les communiqués de l'UFDG, dans tous les écrits de l'UFDG, quand il s'adresse, quand il fait appel, il dit les militants et sympathisants de l'UFDG. Nous, on a été tous sympathisants de l'UFDG. Nous n'avons pas pris la carte de l'UFDG, mais on s'est battu pour l'UFDG et on se bat encore aujourd'hui pour l'UFDG. Alors, ça c'est un. Deuxièmement, nous avons un organe de presse. Et l'UFDG, c'est le partenaire leader de l'opposition guinéenne. On ne peut pas parler de l'opposition guinéenne et taire le nom de l'UFDG. Et quand on parle, c'est que la question que moi je leur demande aussi, pourquoi quand on parle de l'opposition, c'est les gens de l'UFDG qui réagissent? Pourquoi ils ne laissent pas les gens de Sidia réagir, les gens des autres partis réagir? Non, quand on critique l'opposition, c'est l'UFDG tout de suite qui se sent attaqué et elle s'élève. C'est pas normal. Ma motivation, elle est très simple. J'ai peur et je ne veux pas encore fermer les yeux, m'aligner, laisser cette opposition nous conduire là où l'UFDG nous a conduit à la présidentielle. On nous a tués, on a tué nos parents, on a détruit nos biens, et après, nous qui faisons le sacrifice, et l'UFDG cède le pouvoir aux autres. Non, on ne peut plus accepter ça. Alors, nous voulons que l'UFDG, les leaders de l'UFDG, se montrent responsables. C'est-à-dire, s'ils ne peuvent pas empêcher le pouvoir de violer la loi, il ne faut pas qu'eux, ils le cautionnent. C'est tout ce que moi je demande. Mais on ne peut plus se taire, critiquer seulement le pouvoir, et alors que l'opposition est en train de donner au pouvoir tout ce qu'il veut, l'opposition est en train d'aider le pouvoir à instaurer la dictature en Guinée. Merci. Alors, je vais aller dans... Allô? Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Allez-y rapidement, 15 secondes. Rapidement. Okay. 15 secondes. Monsieur Barry, il y a une question que je vais vous poser. Ça concerne l'histoire de notre pays. La grève à l'université de 92, vous étiez à ce temps membre du RPG ou bien, comme vous l'avez expliqué, le comité que Alpha Condé avait créé en ce moment? Non. Moi, j'avais quitté le mouvement le mouvement RPG avant qu'il ne soit parti. J'avais quitté ça en 90. Je parle avant la reconnaissance des partis politiques. 89-90. Oui. Je parle de la grève lorsque vous étiez dans le comité de coordination de l'université de Conakry. Oui, mais je vous dis, à l'époque, nous, on n'était dans aucun parti. Nous étions membres du comité de coordination.
je n'ai jamais adhéré à un parti depuis que les partis ont été légalisés. Je n'ai jamais adhéré. Et le mouvement RPG, j'ai quitté le mouvement RPG en 89-90. Les partis politiques n'étaient même pas encore légalisés en Guinée. Donc quand on était dans le comité de coordination, on était là en tant qu'étudiants et simplement avec le statut d'étudiant. Et c'est notre équipe à l'époque qui avait barré la route au RPG. Le RPG avait voulu prendre aussi toutes les institutions universitaires en main, avec toutes les instances universitaires. Et vous savez que les mouvements d'étudiants, les instances, c'était officiel en Guinée et c'était très stratégique. Le RPG a voulu les prendre avec les mêmes manœuvres malhonnêtes qu'on a remarquées cette fois-ci encore à la société civile. Mais nous, notre équipe, c'était un certain Mamadou Diambari, moi, Saliou, Hadi, Boubacar Senta, les Mamouné. Nous avons formé une équipe, c'est nous qui avons barré la route au RPG sur le campus. Merci beaucoup, monsieur. Je sais que monsieur Ousmane Ba, il a plus de 1000 questions, hein. Mais ça sera une autre fois, monsieur Ba. Hein? Monsieur Ba? Alors, monsieur Ba, j'espère que vous êtes satisfait, ça va? Hein? Alors, Jacques Roger, je voudrais vous faire une proposition. Vous voulez un débat avec monsieur Sadio Barry, c'est un peu ça? Non, je voudrais vous faire une proposition. Ce n'est pas seulement le cas de monsieur Sadio Barry. Quand on a des invités, si vous le permettez, des fois, essayez de laisser certains auditeurs, peut-être qui ont peut-être d'autres informations, de faire une petite confrontation, ou bien on va permettre à nos invités de venir là, dire tout ce qu'ils veulent dire, après ils vont raccrocher, on va faire un débat après eux, ils ne vont pas entendre réellement ce que les auditeurs veulent réellement dire par rapport aux propos qui ont été tenus dans le débat. Merci beaucoup. Comme il y a beaucoup de personnes en ligne, c'est seulement une proposition. Vous savez, cette proposition, c'est bien quand vous avez au moins 3 ou 4 invités, vous pouvez les laisser discuter entre eux. Mais quand vous prenez Pierre ou Paul qui va venir agresser nos invités, chercher à manquer du respect, on ne peut pas certainement le permettre. C'est pourquoi le plus souvent, on ne permet pas cela. Sinon, vous avez parfaitement raison qu'on engage un peu les débats avec les invités, mais la majeure partie de nos auditeurs ne sont pas encore très encore bien formés pour cela. Le temps à venir, peut-être qu'on aura cette possibilité, ok? Ok, merci beaucoup. Le permettre, vous l'avez vu que je vous ai donné au moins le temps de discuter un peu avec lui, parce que c'est bien vous. Voilà, je sais que vous allez... Merci à monsieur Ousmane Ba. Effectivement, je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas le faire pour tout le monde. Voilà. Alors, Mamadi Camara, allez-y rapidement pour votre question. Pas trop de commentaires. Une question pour monsieur Barry. Bonsoir, monsieur Barry. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Ok, merci. On est très fiers de vous. Étant un intellectuel guinéen, mais malheureusement, en voyant votre site, bon, je suis très découragé de vous, étant donné que vous êtes l'un des pères de la démocratie en Guinée. Vous avez lutté contre la dictature en Guinée, contre le régime de Lansana Conté. Et je vous remercie pour ça. Mais je ne sais pas quelle haine vous avez contre les Malingués. Et aussi, quand est-ce que vous allez avoir une armée pour libérer le Fouta, c'est-à-dire imposer un peu le président, parce que c'est ça le résumé de votre site. Oui. Avec Cellou Dalein, vous n'aimez pas, mais comme c'est un peu, vous êtes toujours derrière ce monsieur-là, sinon, pour être un intellectuel guinéen, il est imprudent de supporter un prédateur comme Cellou Dalein, ou bien penser un jour que quelqu'un comme Cellou Dalein sera président en Guinée. Je vais répondre à la question. Merci, monsieur Camara. Monsieur Barry. Ok. Oui, d'abord, je remercie monsieur Camara. Je voudrais dire, en fait, je n'ai pas de haine contre les Malinqués. Contrairement à ce que monsieur Camara pense. Mais j'aimerais inviter ici monsieur Camara à bien réfléchir entre lui et Dieu. Quand vous allez faire votre prière la nuit là, prenez vos ablutions, faites votre prière et asseyez-vous, analysez
ce que vous avez lu sur notre site, les reproches que nous faisons à Alpha Condé et à l'équipe qui est avec lui, si vous pensez que nous mentons, si vous pensez que ce pourquoi nous crions aujourd'hui, nous nous plaignons, si vous pensez que ce n'est pas vrai, si vous pensez que nous accusons ce régime, alors vous aurez raison dans ce que vous avancez aujourd'hui. Mais entre vous et Dieu, Dieu qui vous a créé, mettez l'ethnie de côté, mettez tout de côté. Réfléchissez, ce que les gens là disent, c'est vrai ou c'est faux. Réfléchissez, quelle est l'origine de tous ces problèmes. Écoutez, moi, j'ai grandi en Haute-Guinée. Je suis né en Haute-Guinée, j'ai grandi en Haute-Guinée. Ma déception a été trop grande lorsque j'ai vu depuis ici des gens, des familles, Peuls, depuis plus de 40 ans, qui vivent avec les Malinké. Les enfants ne parlent même plus le Pulaar. C'est des gens, les enfants entre eux, quand ils parlent, c'est le Malinké qu'ils parlent. Quand je vois des voisins Malinké sur lesquels on partait dormir, ces gens-là venir avec des haches, avec des coupes-coupes, attaquer les familles Peuls, brûler leurs biens, tuer des gens parce que simplement, ils pensent que les gens là vont pas voter Alpha. Et Dieu, vous voulez que, c'est-à-dire après ça, vous voulez qu'on oublie ça comme ça? Il n'y a pas eu de justice. Est-ce qu'un seul leader politique malinké, un seul homme religieux, un imam malinké, un seul sage malinké a demandé que les gens qui ont attaqué les Peuls, qui ont tué les Peuls partout à cause des élections, pourquoi l'État n'a pas arrêté les gens? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'enquête. Pourquoi les Peuls qui ont perdu leurs biens, on n'a pas encore pris des mesures pour essayer de au moins dédommager les gens là? Pourquoi ça n'a jamais été? Pourquoi aucun homme malinké n'a demandé ça? Où est la justice? Où sont les malinqués que moi j'ai connus? Quand j'étais petit, je voyais des vieux malinqués qui jugeaient honnêtement. Je voyais des malinqués, tu as des problèmes entre deux personnes, il y a un malinqué qui ne vous connaît même pas, il s'arrête, il dit la vérité entre vous. Mais où se trouvent tous les malinqués juste aujourd'hui dans le monde? Je ne le vois plus. Mais essayons quand même d'être honnêtes. Les assassinats, depuis que Alpha Condé est venu au pouvoir, vous avez remarqué une chose. Avant Alpha Condé, il n'y a jamais eu des assassinats des personnes sélectionnées, assassinats en Guinée. Ça, c'est venu avec Alpha. Et vous remarquez, on assassine les forestiers, on assassine des Peuls. Mais pourquoi, depuis plus de 2 ans qu'Alpha est venu, il n'y a jamais eu de responsables malinqués assassinés? Posons-nous la question. Et pourquoi les assassinats sont toujours commis par des hommes en uniforme? Il y a un commando de mort aujourd'hui en Guinée. Et nous, on avait signalé que Alpha, l'équipe de Alpha avait créé ça. Ils avaient créé un commando pour tuer des gens. On l'avait dit, on l'avait signalé. C'est ce qui nous révolte. Ce n'est pas une haine contre les malinqués. Nous voulons juste que les compatriotes malinqués qui sont là, qui ont une certaine conscience, qu'ils se réveillent et qu'ensemble, nous disons non à ce que les gens là sont en train de faire en Guinée. Parce que les gens là vont finir par nous entraîner dans une guerre civile et c'est ce qui n'est pas bon. Maintenant, par rapport à Cellou Dalein, vous dites que nous, on est derrière Cellou, alors qu'on n'aime pas Cellou. Écoutez, je vais vous dire une chose. L'alliance des bâtisseurs et l'alliance arc-en-ciel, il y avait 2 alliances. Dans les 2 alliances, Cellou est là, il y a les Sidia, il y a les Abessila, il y a les Fodé Mohamed Souma, tout. De l'autre côté, il y a Alpha Condé, il y a Mamadou Silla, il y a tous les anciens de Conté. Alors, dans les 2 alliances, la qualité et les hommes nouveaux se trouvaient dans l'alliance de Cellou Dalein. Et c'est pourquoi nous, on a soutenu cette alliance. Ce n'est pas parce qu'il y avait une question de Cellou. Mais je vous prie quand même une chose. Cessez de dire que Cellou est un prédateur. Pour la simple raison que, depuis 3 ans, parce que Lansana Kouyaté a fait 1 an, il a fait toutes sortes d'audits. Il n'a pas pu sortir une seule preuve contre Cellou. Alpha Condé, il a fait 2 ans au pouvoir. Il a créé tout un ministère. Plus de 100 cadres dans le ministère. Ils ont travaillé 2 ans. Il a dissous le ministère, on n'en a plus parlé. Ils n'ont pas pu sortir une seule preuve.
Eh bien, moi, je vous demande en tant que musulman, arrêtez maintenant de dire que l'homme-là est prédateur, il a volé. Parce que vous n'êtes pas capable de prouver qu'il a volé. En tant que musulman, vous ne devez plus l'accuser. D'accord. Merci à M. Barry. Alors, Madame Silla, allez-y. Hein. Alors? Oui, Madame. Alors, bonsoir. Oh, bonsoir. Je voudrais demander une question à M. Sadio Barry. Allez-y, Madame. Il a écrit sur moi en disant que je suis la cousine à une des amies à la cousine de Elaz Selou. Et mon mari est de la Haute-Guinée, de Dabola. Moi, mon mari, il est sous 100%, de mère et de père, de Kindia. Moi, je suis Peul, 100%, de Labé. Je m'appelle Asia Diallo. Je suis née à Poké. J'ai grandi à Kindia et à Conakry. S'il veut connaître mieux que ça, je peux lui dire. Et s'il attaque, et là, je vais l'attaquer. Partout où il est. Il attaque Fodé aussi, je vais l'attaquer. Je ne retire pas. D'accord. Merci, Madame Silla. Alors, de ce côté, est-ce que, M. Barry, vous n'avez pas commis quand même une petite erreur en décrivant un peu l'identité donc de Madame Silla? Attention, Monsieur Jacques Roger, je n'ai pas commis une erreur. J'ai essayé de citer les personnes qui sont intervenues à la radio en parlant de moi et en m'accusant. Vous savez, elle faisait partie des personnes qui ont parlé à la radio. Et à la radio, on l'a présentée comme Madame Silla. Je connais qui elle est. Hein. Je connais bien qui elle est. Mais je n'ai pas voulu donner plus que ce qui a été présenté à la radio. On a dit à la radio Madame Silla. On lui a donné la parole, elle a parlé. J'ai parlé de Madame Silla. Mais qu'est-ce que j'ai fait de plus? Et moi, j'aimerais simplement faire comprendre une chose à Madame Silla. Elle dit qu'elle est Peul à 100%. Elle dit que moi, c'est que ces détails-là, ce n'est pas du tout important pour moi. Mais j'aimerais lui dire une chose. En Guinée, nous devons réfléchir. Si nous sommes des personnes adultes, nous ne sommes pas des moutons. Écoutez, nous sommes des Peuls, d'accord. Les Peuls, parfois, ils ont un berger qui peut conduire des moutons. Mais nous, on n'est pas des moutons. Et nous, on ne va pas. Moi, en tout cas, je n'accepterai jamais d'être un mouton. On ne va pas me conduire n'importe comment et même dans n'importe quelle direction. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, Alagui Selou, je le soutiens. Je le soutiens parce que je pense qu'il est mieux que celui qui est au pouvoir. Cependant, Alagui Selou doit d'abord aussi me respecter et ne pas me dire une chose aujourd'hui, de même me conduire dans la direction contraire. Oui, mais M. Barry, quand vous avez dit, hein, une certaine Madame Silla de Philadelphie, l'amie intime de la cousine de Selou d'Alain Diallo, elle dit que ce n'est pas du tout vrai. Alors, c'est de ce côté. Attendez, elle veut dire qu'elle n'est pas une amie de la cousine de Selou. Je ne crois pas si elle va vous dire que cela n'est pas vrai. C'est ce que j'ai dit et je sais que c'est vrai. Bon, si elle dit le contraire, il n'y a pas de problème. On peut passer. Alors? Madame Silla, est-ce que vous êtes cousine à une amie de Non, amie. Amie, voilà. Pas du tout. Non, pas du tout. Ah, ok. Mon mari n'est pas de Dabola, et puis il n'est pas président et représentant du parti de Kouyaté. Mon mari, il n'a même pas de parti. Mais moi, je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas. Elle parle de quoi finalement? D'accord. Ce que tu as écrit, c'est ce que Non, moi, je n'ai pas parlé de votre mari. Madame, je pense que ce qu'il a écrit là, c'est ce qu'il a dit. C'était Madame Silla de Philadelphie, amie intime de la cousine de Selou. Moi, je ne connais pas une cousine à la Selou. D'accord. Tu te trompes. D'accord. Ok. Ok, merci pour l'information. Voilà. Et donc, Voilà. ah bon, bah,
pense que le micro n'est pas fermé. Hein. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit être un peu heureux là-bas. Hein, voilà. Alors, nous allons fermer donc le micro rapidement. Et puis, revenir à donc M. Mara Kourouma. Bonsoir, M. Kourouma. Jacques Rosé, bonsoir. Bonsoir à M. Barry. M. Barry, moi, je voudrais simplement vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ok, je vais aller directement droit au but. M. Jacques Roger, à ce qui concerne Mme Barry à Dakar, ce que M. Barry a dit, il a parfaitement raison. Nous avons fait une collecte dans une radio ici pour envoyer l'argent à Mme Barry à Dakar. C'est un monsieur qui se charge de lui, je ne sais pas si lui, il est tchadien. J'espère bien, lui-même il a intervenu à la radio. La demoiselle également a intervenu. Donc tout ce que M. Alpha Isaac a dit à la radio, tout est faux, archi faux. Même si je ne suis pas d'accord avec M. Barry, mais Alpha Isaac a menti. Je vous remercie. Voilà. Pas toujours hein, qu'on voit M. Voilà. M. Amara Kouma apporter son soutien. Apporter son soutien, c'est une manière certainement donc de nettoyer Alpha Isiaga. Hein. Il règle aussi ce compte. Alors c'est ça aussi la politique. Hein. Alors nous allons voir une autre personne très rapidement. Ah, la politique. D'accord. Je vais aller du côté de M. Guilabogui. Hein. Guilabogui, allez-y rapidement pour une question. Merci Jacques. Bonsoir mon frère. Comment allez-vous? Allô? Ah oui, vous m'attendez Jacques? Je voulais lui remercier de... Alors, je crois qu'on a perdu momentanément la ligne. Hein. On sera obligé certainement donc de perdre tout le monde et puis on reviendra.